Le 24 décembre 2017, Geto Suguru tombait au combat face à Yuta Okotsu. Et aujourd'hui, le 24 décembre 2018, c'est au tour de Gojo Satoru de tomber au combat face à Ryumen Sukuna. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du controversé mais légendaire chapitre 236 de Jujutsu Kaisen. Et autant dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Allez, on se lance. Alors, le chapitre s'ouvre sur une discussion avec Gojo et Geto, donc dans le subconscient de Gojo, puisque comme vous le savez, maintenant Gojo est mort dans ce chapitre, et on est donc ici dans son subconscient, dans ses pensées, donc qu'il en reste, et justement donc avec une conversation avec Geto qui va nous révéler pas mal de détails assez intéressants évidemment. A commencer par le fait que Gojo est plutôt surpris, puisqu'il avait lui-même appris, dû à ses croyances, que ses élèves, il avait appris à ses élèves que un exorciste, ça meurt seul. Et il pensait donc évidemment à ce titre mourir seul. Cependant, une fois mort, il se retrouve avec Geto, c'est-à-dire tout sauf seul. On peut donc penser que dans l'univers de Jujutsu Kaisen, les vivants, une fois morts, se retrouvent avec leurs proches qui sont également décédés. Les personnes auxquelles Satoru va penser ici, ce ne seront pas les vivants, mais ceux qui sont décédés avant lui, c'est-à-dire Geto et, comme on va le voir plus tard, Nanami et Aibara. Et on avait déjà vu ça autrefois, avec justement Nanami qui avait vu Aibara au moment de mourir, ou alors avec le mec qui avait affronté Geto, avec son chien, et le mec qui avait vu son chien avant de mourir. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans Jujutsu Kaisen, et qui se reproduit ici à nouveau. Ensuite, on va avoir donc un Satoru qui va nous donner une phrase assez énigmatique. C'est-à-dire que il y a quelque chose qu'il n'a pas fait, et c'est de dire à quelqu'un pour son père. Alors ici, on peut prendre cette phrase dans deux tournures. Soit il parle de Yuji, et donc de son père, c'est-à-dire Kenjaku, soit il parle de Megumi, et par rapport donc à Toji. Les deux sont possibles ici dans cette configuration, puisque, comme nous l'avait dit Gege Akutami, Gojo devait dire justement à Megumi lui-même que c'est lui qui avait tué son père. Alors peut-être que ça se fera si Satoru devait revenir d'une quelconque manière, on y reviendra en fin de vidéo si ça doit se faire ou non. Mais le cas qui est aussi intéressant, c'est évidemment par rapport à Yuji, puisqu'on sait que Satoru avait mené une enquête justement sur les origines de Yuji, et probablement pas mal de choses liées à ça. On sait qu'il suivait Yuji depuis un bon bout de temps, même avant qu'il ne devienne exorciste, et c'est plutôt surprenant. Les origines de Yuji sont très clairement particulières, ça je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense pas que Kenjaku il ait pris le corps de la mère de Yuji comme ça au pif. Surtout qu'on sait que Kaori était une exorciste, qu'elle avait un sort, donc forcément c'était une exorciste. Et surtout que c'était un sort plutôt puissant. Donc probablement une haute lignée ou quelque chose dans le genre. Ce serait d'ailleurs pas forcément étonnant que l'Itadori soit lié au Gojo, comme peut l'être par exemple Yuta. C'est quelque chose qui sera peut-être développé plus tard, nous le verrons bien. Dans tous les cas, pour cette affaire, Satoru semble avoir pris les devants et a demandé à Shoko d'en parler à la personne concernée. Du coup, on aura tout de même des réponses par rapport à ça. Passons donc, bien sûr maintenant, au moment qui a probablement le plus fait gueuler la communauté, c'est-à-dire donc Geto qui va demander à Satoru comment était le roi des fléaux. Et donc un Gojo qui va répondre qu'il était super fort. Et on a même un Satoru qui va dire que il pense qu'il n'aurait pas pu, il pense que Sukuna aurait pu gagner même sans le sort des 10 ombres. Et ici, on va revenir sur cette partie-là, parce que je trouve que c'est quand même très important. Et pour moi, et encore c'est mon avis, il y a beaucoup de choses à redire ici. Encore une fois, Satoru ne dit pas noir sur blanc qu'il aurait perdu si Sukuna n'avait pas eu le sort des 10 ombres. C'est une hypothèse. Et d'ailleurs, elle est fausse. Globalement, Sukuna va même le confirmer plus tard dans le chapitre. Sukuna n'aurait rien pu faire sans le sort des 10 ombres. Tout simplement parce que l'infini. Et voilà, juste pour ça, il n'aurait rien pu faire. Donc c'est ici plus un Satoru qui émet une hypothèse, et probablement qui se dit que Sukuna avait encore des réserves. Et effectivement, oui, Sukuna avait encore des sorts en réserve. Mais il ne les aurait pas utilisés dans tous les cas, puisque ceux-ci auraient été complètement inutiles face à l'infini. Que ce soit la flèche de feu, un potentiel sort de foudre, ou n'importe quoi, ça n'aurait pas passé l'infini. Et c'est bien pour ça que Sukuna n'était certes pas à fond, car ça servait à rien de l'être en fait.
Dans tous les cas, il aurait juste utilisé de l'énergie occulte inutilement. Voilà pourquoi il a arrêté de se reposer sur ses propres sorts et a utilisé plutôt les sorts de Megumi pendant une bonne partie du combat. Toute la partie après territoire, elle s'est centrée justement sur les sorts de Megumi. Alors oui, Sukuna pouvait effectivement utiliser son territoire, etc., mais ça on a vu ce que ça donne, et de toute manière, j'y reviendrai un peu plus tard dans le chapitre. En attendant, parlons justement de Gojo qui se confie sur sa solitude. Et oui, c'est quelque chose qui revient depuis très longtemps. Gojo est seul. Certes, il est admiré, mais il compare ça à une fleur, et la comparaison est très juste. C'est-à-dire, on peut trouver une fleur belle ou quoi, on peut l'admirer, mais on pourra jamais lui demander de nous comprendre. Il y avait un gouffre entre Gojo Satoru et les autres. C'est-à-dire que ce soit Yuji, Yuta ou qui que ce soit, ils ne pouvaient pas comprendre Gojo Satoru. Dans le sens où il était juste au-dessus. Il était vraiment au sommet et il était seul. Jusqu'ici, justement, où il a rencontré Sukuna, qui lui aussi vivait dans cette solitude. Il était lui aussi au sommet, et les deux ont pu se confronter au sommet, et ont donc pu contrer cette solitude en étant deux. Et on a donc Gojo qui va nous dire qu'effectivement, lui, il a tout donné durant ce combat. Il a utilisé tous les sorts qu'il avait en stock, toutes les aptitudes physiques, hein, on a vu son combat à corps, c'est un monstre. Et réellement, il a tout donné. Il a même utilisé son meilleur humour. Bon, je suis pas sûr que c'est ça qui aurait pu faire la diff, mais on sait jamais. Dans tous les cas, on a justement un Gojo qui, oui, lui, était bel et bien à fond. Ça, c'est un fait, c'est dit, et c'est Gojo qui le dit, donc évidemment, ça prend tout son sens. Donc ce qui veut dire que forcément il n'allait pas lâcher un sort caché de je ne sais où. À moins que, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Mais au final, dans ce combat, Satoru a pu transmettre tout ce qu'il voulait à Sukuna. Et finalement, pour moi ce combat, je vais le dire, mais c'est une double victoire. Pourquoi je dis ça? Alors il y en a qui vont me dire ouais mais t'es pro Gojo machin. Alors juste pour répondre à cette question, regardez la vidéo la plus vue de ma chaîne, vous verrez que c'est pas une vidéo sur Gojo. Voilà. Et ensuite, pourquoi est-ce que c'est une double victoire? Tout simplement parce que les deux combattants ne se battaient pas au même niveau, mais surtout ne se battaient pas pour le même objectif. Satoru avait pour objectif de montrer la vérité à Sukuna, de lui montrer qu'il n'était pas seul, et justement de tout donner face à lui. Et pour le coup, il a réussi. Il a réussi à toucher le cœur de Sukuna réellement, à l'impacter, et ça se verra dans la suite du chapitre. Et deuxièmement, oui, Sukuna a gagné, puisque lui, son but, c'était de tuer Satoru, ce qu'il a réussi à faire aussi. Donc finalement, c'est une double victoire ici, puisque les deux n'avaient pas le même objectif. Satoru ne souhaitait pas tuer Sukuna. Finalement, il nous dit même que bien qu'il soit mort, il s'est bien amusé, il a clairement kiffé son combat. L'un comme l'autre, de toute manière, ils ont kiffé, ça s'est vu durant tout le combat. Mais finalement, il reste un regret à Satoru, ou plutôt deux, je dirais. Le premier étant que Sukuna n'a pas pu tout donner contre lui. Encore une fois, une phrase controversée, mais ça j'y suis revenu tout à l'heure. Pour moi, c'est simplement par rapport au fait que Sukuna ne pouvait pas en fait tout donner contre Satoru, puisque cela aurait été inutile. C'est pas possible en fait de se donner à fond contre Satoru dans le sens où c'est juste du gâchis d'énergie occulte. Sukuna a réellement tout donné par contre au niveau de ses techniques par rapport à Megumi. À ce niveau-là, il a vraiment utilisé toutes ses cartouches parce que c'était la seule chose qu'il pouvait faire. Finalement, le problème de Satoru Gojo, ça a toujours été son infini, puisque l'infini c'est ce qui sépare, et c'est ici justement une très belle représentation. Il y avait un gouffre entre Satoru et les autres, et ce gouffre est justement symbolisé par son infini. Infini qui sera brisé par Sukuna grâce à Makora, et qui fera que, justement, symboliquement, les deux se sont retrouvés au sommet. Et je trouve ça vraiment très beau. Et deuxième regret de Satoru, c'est qu'il aurait apprécié que Geto soit là pour lui mettre une tape dans le dos au début du combat. Hein. On s'en rappelle, avant le début du combat, quand Yuji justement a dit à Satoru de désactiver son sort pour lui mettre une tape sur l'épaule et que tout le monde a rejoint. Satoru, lui, dans sa tête, imaginait que Geto était là aussi. Geto qui avait justement exactement le même sourire que Gojo à ce moment-là. Mais bon, finalement, cette discussion entre Satoru et Geto se termine justement avec un Satoru qui dit qu'il est content justement d'avoir perdu la vie sur le champ de bataille, non pas d'être mort de vieillesse ou de maladie. Ce dont vont se moquer justement les deux autres étudiants décédés de l'époque, c'est-à-dire Kento Nanami et Aibara,
qui vont justement traiter Gojo de général et lui dire que c'est de mauvais goût. Un petit peu d'humour, ça fait pas de mal dans ce chapitre. Et ici va donc s'enchaîner une discussion à 4. Et globalement une discussion qui sur le début n'apporte rien de très intéressant, mais va quand même apporter une petite remarque plutôt sympathique je trouve. C'est justement donc un Kento qui va nous dire que Satoru et Geto ne pratiquent pas l'exorcisme justement pour sauver des gens ou quoi que ce soit de ce type-là. Ils le pratiquent vraiment plus pour une satisfaction personnelle. Et je trouve ça plutôt intéressant encore une fois par rapport au parallèle, puisque encore une fois, à l'époque, Satoru n'était pas le seul plus fort, mais Geto en faisait partie. Ce qui veut dire qu'ils étaient deux au sommet. Et seuls eux pouvaient se comprendre. Et finalement, ces deux personnes qui étaient au sommet ne souhaitaient pas forcément à l'époque protéger des gens ou quoi. Ils utilisaient leur pouvoir pour eux-mêmes. C'était la seule chose qui leur apportait au début. Jusqu'à ce qu'arrivent les événements avec Rika qu'on connaît très bien. Et qu'on fait vriller quand même pas mal les deux. Surtout Geto. Puis on va continuer justement sur un Nanami qui va nous dire que c'était une fin à l'image de Gojo. Sa mort est une fin à son image. Et bien qu'il ne l'approuve pas, il compatit. Et ainsi, on a donc un Satoru qui va le remercier et qui va lui demander comment c'était pour lui. Puisque forcément, Satoru n'était pas là à la mort de Nanami. Mais on n'aura pas réellement de réponse par rapport à ça. On va plutôt passer sur un autre sujet extrêmement important du chapitre, et peut-être même le plus important après, donc évidemment les événements de la mort de Satoru. Et c'est le fameux sujet du nord et du sud. Kento va nous expliquer que, autrefois, il avait demandé à Mei Mei où est-ce que ça serait le mieux justement d'habiter. Ce à quoi elle aurait répondu, d'aller au nord si tu cherches du renouveau, et d'aller au sud si tu cherches à rester toi-même. Et ici, ça va être extrêmement important, notamment pour Gojo, mais évidemment ça l'a été surtout pour Nanami, qui lui a décidé d'aller au sud grâce à Aibara, puisqu'au moment de sa mort, Aibara avait pointé la direction du sud, montrant justement à Kento quelle était sa voie. Mais pourquoi est-ce que cela est si important? Eh bien pour moi, si justement le sud correspond peut-être à la mort véritable, au repos, c'est-à-dire un Kento lui qui avait décidé de rester lui-même, eh bien le nord lui pourrait faire plutôt référence à une sorte de réincarnation, potentiellement en fléau, puisque ce serait justement le renouveau. Ce serait par exemple le chemin qu'a choisi Naoya, puisqu'on le sait, les exorcistes, eux, peuvent revenir à la vie. Naoya nous l'a prouvé. Ainsi, durant ce chapitre, nous n'aurons pas de réponse sur quel chemin souhaite emprunter Satoru. Souhaite-t-il aller au sud ou souhaite-t-il aller au nord? Le titre nous dit vers le sud, mais c'est surtout par rapport au choix de Nanami. C'est pas forcément le choix de Gojo. Alors, on pourrait penser qu'il souhaiterait rester lui-même, mais on pourrait aussi se dire qu'il souhaiterait changer pour peut-être se rapprocher de ceux qu'il apprécie, pour enfin être réellement compris. C'est deux possibilités qui peuvent être tout autant alléchantes l'une que l'autre, sauf que l'une nous donnerait potentiellement un Satoru qui resterait mort, et l'autre pourrait nous ramener un Satoru en tant que fléau. Je sais pas si c'est forcément une bonne idée, mais bon, c'est à voir. De toute façon, on y reviendra en fin de chapitre, comme je l'ai dit, puisque de toute façon, si vous avez regardé d'autres vidéos, vous savez très bien qu'à peu près tout le monde a en tête l'idée que Satoru pourrait revenir d'une manière ou d'une autre. Je reviendrai sur mon avis sur la question en fin de vidéo. En attendant, on continue. Et on continue justement sur un Satoru qui va se moquer de son proviseur en justement le taquinant et en lui disant que il croyait que les exorcistes ne mourraient jamais sans regret, et prouvant que lui, il est mort sans regret. Alors, quelques petits débris par-ci par-là, mais globalement, il est mort heureux. Il est mort en affrontant quelqu'un qui le comprenait, et ça, c'est la meilleure des morts pour Gojo Satoru. La discussion va donc continuer entre eux, et tout se finira sur un message de Satoru, disant qu'il espère que tout ceci n'est pas un rêve. Il est heureux là où il est, et il aimerait que cela ne se termine pas. Puis enfin, la page que personne ne voulait voir, le corps de Satoru, coupé en deux, étendu au sol. Enfin, son corps est au sol, mais lui, techniquement, il est toujours debout. Oui, ses pieds ils sont toujours au sol. Mais ici, nous ne savons pas si Gojo est réellement complètement mort, puisque je rappelle que Yuki, elle,
bah même en étant coupé en deux, avait réussi tout de même à utiliser un sort sacrément puissant sur Kenjaku. Il n'était pas mort instantanément. De plus, il y a un autre détail qui est plutôt visuel ici, mais j'y reviendrai en fin de vidéo, parce que c'est plus intéressant, voilà. En attendant, nous allons évidemment parler des explications de Sukuna qui sont tout autant controversées, donc sur la manière dont il a réussi à tuer Satoru. Sukuna nous explique donc comment fonctionne Makora réellement, puisqu'on avait justement des brides de comment fonctionnaient les capacités de Makora, mais maintenant on sait justement complètement il fonctionne, enfin complètement comment celui-ci fonctionne. On nous apprend donc, enfin ça on le savait déjà, mais donc que Makora peut s'adapter à un sort en étant frappé par celui-ci, mais on apprend donc aussi ici que plus il est frappé par ce même sort, plus l'adaptation augmente, c'est-à-dire que plus celle-ci s'accélère aussi. C'est-à-dire que s'il prend un coup, il va peut-être en falloir encore 3 ou 4, mais s'il en prend un deuxième, il en faudra peut-être plus qu'un. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, puisque ça veut dire que à chaque attaque, Makora s'adapte encore plus vite. Et tout ça, ça peut justement servir pour, par exemple, euh, surprendre un adversaire. Et d'ailleurs, ça a probablement été un minimum utile. Surtout, mais surtout, ce qui est très important, c'est que ici, Sukuna va nous dire que l'adaptation de Makora continue même une fois qu'il est complètement analysé le sort. C'est-à-dire qu'il va aller au-delà et qu'il va réellement comprendre le fonctionnement complet du sort utilisé. Ici, donc du bleu de Gojo Satoru. Ainsi, Sukuna savait parfaitement comment fonctionnait ce sort et a pu utiliser une toute dernière attaque qui avait pour but non pas de cibler l'infini, mais de passer à travers grâce à Makora pour couper ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est-à-dire tout l'espace contenu dans l'infini. Donc on a littéralement un Sukuna qui a coupé un monde en fait, c'est-à-dire le monde qui est dans l'infini. Grâce à Makora malgré tout, attention, c'est grâce à Makora qu'il a pu faire cela. Et lui-même le dit, sans Makora, il n'en aurait pas été capable. Et ça, je pense que c'est quand même important de le retenir, puisque beaucoup directement disent que ouais, c'est bon, Gojo en fait il était surcoté machin, Sukuna pas à fond, il avait pas besoin des sorts de Megumi. Tout ça, c'était des hypothèses de Satoru. Donc ici, Sukuna a bel et bien utilisé tout ce qu'il pouvait utiliser d'utile. Et donc évidemment, Makora compris. C'est-à-dire que Sukuna, sans son propre sort, en fait, sans le sort de Megumi, pardon, vous avez déjà vu ce que ça donne. Ça donne une guerre de territoire à laquelle Satoru a gagné. Pourquoi est-ce qu'il a gagné ? Tout simplement parce que de base, leurs territoires étaient égaux. Je rappelle, ils sont égaux. Si Sukuna gagnait les combats de territoire, ce n'était pas de l'intérieur. À l'intérieur, le combat était très stable. C'est parce qu'il brisait la barrière. Il brisait le territoire en lui-même, en fait. Maintenant, à partir du moment où Satoru avait réussi à enfermer le territoire de Sukuna dans le sien et à le réduire, là, Satoru avait l'avantage. Il a réussi à briser le territoire de Sukuna. Et on a même justement un moment où Sukuna était pris dans le territoire de Satoru. Et s'il n'avait pas eu Makora à ce moment-là, Sukuna serait tout simplement mort. Ça aurait été terminé. Fin du combat. Donc, sans Makora, Sukuna aurait tout simplement perdu le combat. On retrouve donc nos exorcistes, c'est-à-dire surtout Yuji et Yuta, les enfants de Satoru, qui pleurent la mort de leur père, on peut presque le dire. Satoru était comme un père pour eux, c'est lui qui les a sauvés, mais surtout un Yuji qui va péter un plomb. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que, il me semble que j'en ai parlé dans les spoilers, mais tout ce qui arrive finalement est en quelque sorte la faute de Yuji. Alors, pas réellement, mais lui il va le prendre comme ça, c'est sûr et certain, puisque c'est lui qui a réveillé Sukuna de son repos en mangeant un de ses doigts. Tout ça, Yuji va se le prendre pour lui. Il va tout se dire, c'est à cause de moi que Satoru Gojo est mort, c'est à cause de moi que tout va mal, que Nanami est mort, etc. Tout ça, c'est pour le... il va penser que c'est à cause de lui. Et je pense que ça va être vraiment encore très intéressant pour le développement de Yuji, qui risque encore une fois de péter encore plus un plomb que face à Maito. Et je sens que ça va être pas sympa à voir. Bon, on a aussi évidemment Yuta qui serre son sabre, qui doit être en train de s'imaginer 1001 scénarios dans sa tête pour découper Sukuna, mais qui sera retenu par Maki, puisque on va pouvoir voir que c'est un autre combattant qui va se jeter sur le champ de bataille, Kashime Hajime. Mais avant cela, on retrouve évidemment donc un Sukuna qui va féliciter Satoru,
et qui va surtout lui dire qu'il ne l'oubliera jamais. Et je pense que Sukuna n'a pas dû prononcer ces mots plus d'une seule fois dans sa vie. C'est-à-dire Sukuna qui respecte réellement un adversaire, ça ne doit pas arriver tous les jours, hein, clairement. Puisque oui, Sukuna a toujours respecté Gojo Satoru. Entre lui, il était réellement sérieux. Certes, il avait le sourire, mais ça c'est parce qu'il s'amusait. Satoru avait le sourire aussi. Mais l'un comme l'autre se respectaient en tant qu'adversaire, en tant qu'homme et en tant que tout en fait. Ces deux-là étaient les personnes qui pouvaient le mieux se comprendre au monde. Satoru aurait pu se retrouver à la place de Sukuna, hein. Lui aussi aurait pu vriller, puisque bon, on sait que Sukuna était un exorciste à la base, donc probablement qu'il a vrillé d'une manière ou d'une autre. Ça, on y reviendra peut-être un jour, hein, si on a le droit à un flashback de la part de Sukuna. En attendant, il me semble que j'en ai quand même parlé dans ma vidéo justement sur Sukuna, hein, de comment est-ce qu'il pourrait vriller, enfin, comment est-ce qu'il l'aurait vrillé. En attendant, le chapitre se termine globalement sur ça, c'est-à-dire sur Kashime Hajime. Enfin, sur Kashimo Hajime, pardon. Pourquoi je dis Kashime, moi? Bon, c'est pas grave. Du coup, sur Kashimo Hajime qui arrive sur le champ de bataille, hein, le dieu de la foudre, prêt à en découdre. On va probablement avoir son sort dans le prochain chapitre, ou celui d'après, puisque le prochain chapitre, c'est pas forcément certain quand on se retrouve sur ce combat. L'auteur serait capable de nous envoyer un petit peu sur le côté Kenjaku, hein, qui doit être en train de se farcir les derniers exercices qui traînent. Mais surtout, ça va être probablement le dernier combat de Sukuna, qui pourrait très probablement mourir face à Kashimo, puisqu'on a un Sukuna ici qui n'a probablement plus grand chose en réserve. Déjà, il a plus assez d'énergie occulte pour se soigner, ça on le voit, hein, il n'a pas du tout utilisé son sort d'inversion, ce qui veut dire qu'il a plus assez d'énergie occulte pour ça, et probablement que son dernier sort, pour couper l'espace, ça a dû lui pomper ce qui devait rester. Donc même s'il a peut-être de quoi utiliser quelques lacérations par-ci par-là, ça va probablement pas suffire face à Kashimo. À moins qu'il ait le moyen de claquer un éclair noir pour régénérer un peu son énergie occulte, ça pourra arriver, hein, évidemment. Sukuna va pas se faire one-shot par Kashimo. Ce serait drôle, mais ce serait quand même le coup. Pour le coup, on pourrait dire que c'est Fraude Kuna. Là, on pourrait le dire si ça arrive. Mais bon, du coup, évidemment, je ne pense pas que ça va arriver. Sukuna va probablement trouver une manière de régénérer un tant soit peu son énergie occulte. Par contre, ceux qui me disent que Kashimo va le soigner, bah non, puisque Kashimo ne maîtrise pas le sort d'inversion, hein. On a pu le voir, il n'a pas été capable de soigner Akari. Donc voilà. Alors, il maîtrise peut-être le sort d'inversion pour lui-même, mais il n'est pas capable de soigner quelqu'un d'autre. Ça, il n'y a que Yuta qui en est capable. Même Gojo ne le pouvait pas, hein. Maintenant, passons donc justement à la partie théorie. Alors, Gojo va-t-il revenir? Eh bien, quand j'ai lu les spoilers, je me suis dit, c'est quand même peu probable. Je trouvais ça assez inintéressant au niveau scénario. Mais plus j'ai relu le chapitre, et plus je vois un peu toutes les théories qui traînent, et puis je me dis que finalement, c'est quand même de plus en plus probable. Dans le sens où déjà, au niveau visuel, je vous afficherai justement 2 pages ici, on voit que Satoru a moins de blessures sur une case que sur une autre. Alors on pourrait me dire que ce n'est qu'un effet visuel, mais avec Gege Akutami, il faut aussi faire attention, puisque pour glisser des détails par-ci par-là, il est quand même très fort. Gardons ça dans un coin de nos tests, si ça se trouve, Satoru est actuellement en train d'utiliser son sort d'inversion. Alors pour ceux qui me diraient qu'il ne pouvait pas parce qu'il était à court d'énergie occulte, bah non, justement. Il venait de complètement tout régénérer grâce à ses 50 milliards d'éclairs noirs. Donc ce qui fait qu'actuellement Satoru a un sort d'inversion juste puissance maximale. Il venait de le récupérer. Et justement que pour moi, s'il vient de le récupérer, c'est peut-être pas pour rien. C'est justement pour servir ici pour qu'il puisse se régénérer. De plus, on nous montre bien justement seulement sa bouche en fait, hein, c'est-à-dire l'endroit où le sang a disparu en partie. On ne montre pas son visage complet. Et pour moi, l'auteur souhaite clairement appuyer sur ça. Donc peut-être que effectivement Satoru essaye de se soigner actuellement. C'est une possibilité, hein. Je rappelle qu'il s'est fait couper quand même une bonne partie de la tête, qu'il s'est fait taillader le corps et qu'il s'est fait planter une lame dans le cerveau. Et pourtant, il était quand même revenu face à Toji, hein. Donc on sait jamais, hein. On a Nanami aussi qui s'était fait annihiler un côté du visage et du corps, hein. Il avait plus d'œil, il avait que son crâne. Pourtant, il était encore vivant et bien debout. Et on a derrière aussi donc Yuki, hein, qui, malgré le fait qu'elle était coupée en deux, arrivait encore à bouger. Elle était plutôt bien consciente avant de se faire péter avec son sort. Donc, être coupé en deux pour un exorciste, surtout du niveau de Gojo, c'est pas forcément la mort. Même Akari, hein, finalement, était limite coupé en deux face à Kashimo, et pourtant il s'est soigné instantanément grâce à son sort d'inversion.
Et pourtant, Akari ne possède pas spécialement un sort d'inversion beaucoup plus puissant que celui de Satoru, hein. C'est-à-dire que Satoru aussi peut se faire repousser des membres, il l'a montré. D'ailleurs, Satoru utilise lui aussi son sort d'inversion en permanence, ce qui fait qu'en quelque sorte, le sort d'inversion de Satoru, c'est un équivalent du territoire d'Akari. C'est cheaté, mais c'est Gojo. Donc à ce niveau-là, c'est une possibilité. Maintenant, il y a aussi le fait que, par exemple, il y a Yuta qui se ramène et qui l'aide à se régénérer. C'est pas impossible. Pourrait aussi y avoir Shoko, hein, qui pourra arriver et peut-être tenter de le soigner avec une méthode ou une autre. Pourrait y avoir évidemment une réincarnation au fléau, comme j'en ai parlé un peu plus tôt. Imaginons que justement Gojo décide d'aller au nord, lui, pour un renouveau, et qu'il devienne un fléau. Encore une fois, normalement, un fléau est censé avoir des regrets. Mais je pense que Gojo, des regrets, il peut en trouver assez facilement, hein. Il y en a pas mal qui traînent dans sa vie, malgré tout. Juste ici, il ne les reconnaissait pas. Mais il y en a. Donc il pourrait revenir en tant que fléau vengeur ou quoi. Donc des possibilités de faire revenir Satoru, il y en a, c'est pas le problème. Maintenant, est-ce que c'est intéressant de le faire revenir? C'est là qu'on va plus discuter. Alors au niveau scénario, pas réellement. C'est-à-dire que Gojo, s'il revient, bah, encore une fois, il va probablement revenir soit à sa pleine puissance, soit ou presque. Donc il va juste exploser Sukuna et se faire derrière Kenjaku et puis fin du manga. Donc c'est pas très intéressant. Maintenant, ce qui serait peut-être intéressant, ce serait qu'il utilise donc soit son sort d'inversion ou quelque chose pour se ramener, mais avec un serment, c'est-à-dire qu'en échange, il perdrait soit par exemple ses yeux, soit toute son énergie occulte. On aurait donc un Gojo qui serait éloigné du champ de bataille, puisque même s'il possédait encore son sort de l'infini, sans le sixième œil, ce serait bien plus compliqué de le contrôler. Et donc forcément, il serait bien amoindri en termes de puissance. Et serait donc plus autant cheaté qu'il ne l'est. On retrouverait donc plus un Gojo qui serait à peu près du niveau qu'il avait donc lors de son premier affrontement avec Toji. C'est un Gojo loin d'être invincible. Et il y a évidemment, comme j'en ai parlé, la possibilité qu'il perde complètement son énergie occulte. On aurait donc un Gojo qui reviendrait en humain normal. Il serait ici pour un soutien émotionnel, on va dire, hein, pour un soutien moral, mais au combat, il ne serait plus du tout utile. Maintenant, sa mort a elle aussi un énorme intérêt au niveau des scénarios, pour développer Yuji notamment, puisque forcément ça va encore l'endurcir, et surtout, Gojo, ce qu'il a montré dans ce combat, va servir à chacune des personnes intéressantes qui l'ont regardé. Son sort d'inversion, qui par exemple va justement apprendre à Akari à maîtriser le sien plus correctement, et à pouvoir l'utiliser peut-être même sans son territoire. Et une fois en territoire, elle pourrait par exemple l'améliorer, même réussir peut-être à régénérer son cerveau ou quoi. Ce qui le rendrait littéralement immortel. D'un autre côté, on a aussi donc les éclairs noirs qui vont permettre à Yuji d'améliorer son contrôle de son énergie occulte. Et ensuite, on a donc un Gojo qui a utilisé à peu près tous ses sorts. Et Yuta, qui a à peu près tout vu, pourrait peut-être commencer à copier ses sorts et donc à devenir en quelque sorte le nouveau Gojo. C'est-à-dire que voilà, ces trois personnages-là, qui sont les trois personnages principaux, on va dire ici, ont potentiellement appris de Gojo Satoru. Donc forcément, ils vont évoluer par rapport à ça. Et ils vont évoluer mentalement après la perte de Gojo. Ils vont comprendre que maintenant, il n'est plus là et qu'il va falloir qu'ils se démerdent pour accomplir les dernières volontés de leur sensei. C'est-à-dire changer ce monde pourri des exorcistes. Pour en faire un monde bien meilleur. Donc oui, la mort de Gojo a un grand intérêt scénaristique. Mais même s'il devait revenir, eh bien il y a moyen de le faire revenir en le mettant de côté. Tout est possible. Et maintenant, il y a la troisième possibilité qui est que Gojo va revenir réellement à un niveau normal et va juste poutrer tout ce qui bouge. C'est une possibilité puisque depuis le début du manga finalement, on ne sait jamais qui est le personnage principal de ce manga. Est-ce que c'est Yuji? Est-ce que c'est Yuta? Ou est-ce que c'est Gojo? Puisque je rappelle que Jujutsu Kaisen, ça veut dire l'exorciste le plus fort. Je pense que l'exorciste le plus fort, on sait qui c'est. Donc moi ça fait un moment que je me demande justement, est-ce que Gojo ne serait pas le personnage principal finalement? Puisque Yuji est quand même pas mal mis de côté durant cet arc finalement, cet arc la traque mortelle, il n'a pas fait grand chose. Pareil pour Yuta finalement, bon il a été le perso principal pour un film, et après voilà, il est resté un peu dans son coin. Là où Gojo était au centre de l'arc Shibuya, et même ici était au centre de ce dernier arc du manga. Donc finalement, il y a aussi cette possibilité-là. Mais bon, j'y crois beaucoup moins, je pense clairement qu'on va avoir un Yuji qui va être bien plus développé, qui va enfin pouvoir nous montrer peut-être son nouveau sort face à son père. Et on va aussi parler rapidement du cas de Nobara,
Elle n'apparaissait pas dans les souvenirs de Gojo, enfin dans ses souvenirs, dans son subconscient. On peut donc supposer que celle-ci est toujours vivante, peut-être dans le coma ou quoi, est toujours vivante, et donc elle pourrait revenir grâce à un éveil, développer un sort d'inversion, etc. Et revenir à un niveau bien plus acceptable. Voilà, voilà, ça fait déjà 30 minutes que je parle, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis bah, qu'on se retrouve pas pour le chapitre 237 hein, du coup de Jujutsu Kaisen. Enfin, d'autres vidéos arriveront avant. Mais voilà, c'est le prochain rendez-vous, je suppose, par rapport à Jujutsu Kaisen. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai été assez précis quand même. Et puis bah voilà. Bye tout le monde.